S'intéresser à un autre sujet concernant Kamsar. Qu'est-ce qui se passe du côté de Boké où une famille réclame justice, Félix Milimono? Oui, en effet, on a eu vent de cette information par rapport à une situation qui se passe à Kamsar. Ouais. Mais c'est quand même digne d'un film hollywoodien. Ouais. C'est une femme qui aurait été battue qui a retrouvé, qui a finalement perdu la vie. Ouais. Pour le moment, l'autopsie n'a pas déterminé réellement de quoi est-ce qu'elle est décédée. Ouais. Et non, la justice non plus n'a pas situé les responsabilités. Ouais. Pour lui, est-ce que c'est l'effet du mari ou d'une autre personne. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la dame décède, le procureur s'en charge donc du dossier. Il engage donc une enquête et il demande à ce qu'on fasse l'autopsie. Donc, ça fait déjà 1 mois. Le corps est couché à l'hôpital. On ne connaît pas les résultats de l'autopsie. La famille, bien entendu. Et la justice non plus ne situe pas les responsabilités. Donc, on n'a pas encore révélé l'enquête. Aujourd'hui, la famille réclame au moins le corps. Parce que vous imaginez une dame qui décède. Évidemment, une dame qui décède, une dame qui avait quand même 5 enfants, qui décède. Ça fait 1 mois. On n'a pas pu inhumer le corps. Et jusque-là, on ne sait pas de quoi est-ce qu'elle est décédée et qui est-ce qui l'a tuée. Donc la famille est vraiment inquiète et aujourd'hui... Elle se demande à quel sens se vouer. Elle ne sait vraiment pas à quel sens se vouer. Bien, allez. La justice est-elle incapable d'étayer, d'expliciter clairement les raisons de la mort d'une jeune dame du côté de Kamsar? C'est l'éternelle question que se posent les membres d'une famille du côté de Kamsar Boké qui ne sont pas jusque-là situés par le parquetier en charge du dossier du côté de Boké. Or, cela fait 1 mois qu'il avait promis de faire une autopsie. Mais jusqu'à présent, à date, ni le corps ni les informations ne sont mises à disposition de la famille. Un des membres de la famille brise le silence ce matin sur Radio Espace TV dans le Before GG. Son nom c'est Mohamed Lamarana. Bonjour et bonne arrivée Mohamed Lamarana. Bonjour Kierno, bonjour à tous les chroniqueurs et auditeurs de la grande radio Espace FM. Et alors, comment s'appelle votre sœur? J'imagine qu'elle est décédée il y a 1 mois et jusqu'à présent vous n'avez pas récupéré le corps et visiblement vous n'avez pas obtenu pour le moment les résultats de l'autopsie. Merci mon frère Kerno. Notre sœur s'appelle Diariou Diaouni. Elle est âgée de 33 ans et mère de 5 enfants. Elle vivait avec son mari Amadouba à Kamsar depuis quelques années. Allez-y, on vous écoute. Donc, notre sœur est sortie selon son mari le dimanche nuit 9 juillet suite à un appel téléphonique. Mais c'est seulement le mercredi 12 que son mari a pu informer la famille. Du coup, nos 2 grands frères ont pris la moto pour se rendre à Kamsar à la recherche de notre sœur. Donc, notre beau a appelé nos frères pour dire qu'il a retrouvé le corps à la morgue de Kamsar. Donc, arrivés, nos frères sont partis identifier le corps. Ils ont reconnu bel et bien c'était le corps de notre sœur. Et ils ont demandé au réceptionniste qui a envoyé le corps. Il a répondu que la personne qui a envoyé, c'était dans les bandes de 2 heures de dimanche. Et la personne a dit que le corps s'appelle Diariou Diaouni. Mais la famille du corps est dehors. Qu'il sort pour appeler la famille pour répondre aux questions du réceptionniste. Il n'est plus revenu. Matin, le jeudi 13 juillet, le jeudi matin, la famille s'est rendue directement à la police. Arrivé à la police, oui. le commissaire a dit à la famille de revenir le vendredi. Il prend la charge. Le commissaire s'appelle Nourdine. Donc, le vendredi matin, on est revenu. Comme on a dit que c'est suite à un appel que notre sœur est sortie, le commissaire a promis
de mener les enquêtes et donner le numéro de notre sœur à Orange pour que Orange nous remonte les derniers appels qu'elle a reçus. Ouais. Chose qui n'a pas été faite. Ouais. Maintenant, le vendredi, la famille revient. Le commissaire dit qu'il a appelé un ingénieur à Conakry parce qu'à la morgue, il y a la caméra de surveillance. Maintenant, qu'un ingénieur va venir pour visualiser les images, de repartir le lundi, ils vont nous montrer les images. Maintenant, l'agent est venu le samedi. Il dit, le commissaire nous dit que le samedi, l'autre est fatigué, il vient du voyage, donc le lundi, il va faire le travail. Il nous a convoqué le lundi à 9h. 9h, on se rend à la police. Il vient, il reçoit notre beau, le mari de notre défenseur, et le concessionnaire là où vivait notre grande sœur. Maintenant, il rentre dans son bureau, il les auditionne eux seuls. Aucun membre de notre famille était présent. Maintenant, quand il a fini de les auditionner, c'est le concessionnaire qui vient nous rendre compte en nous disant que le commissaire a dit que les images de la caméra ne sont pas disponibles, qu'il ne peut pas les montrer, mais qu'il y a d'autres options pour connaître la cause de la mort de notre sœur. Maintenant, on a demandé au vieux, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il fera l'autopsie, il va envoyer le corps à Conakry, ils vont faire l'autopsie. Maintenant, on a un petit frère, Ousmane Diaouné, auquel notre sœur s'est confiée tout le temps. Le jeune rentre, il demande au commissaire, monsieur le commissaire, si je vous dis quelque chose, il n'y a pas de problème. Le commissaire a dit oui. Il dit, je ne suis pas sûr de votre audition. Parce que vous avez auditionné les deux sans aucun membre de notre famille. La famille de la femme en question. Maintenant, le commissaire dit, si tu parles là-bas des choses, je t'enferme. Après, tu ne peux pas m'apprendre à faire mon travail. Notre jeune frère dit, j'ai des images à vous montrer. Mon beau-frère, depuis qu'il s'est marié à une deuxième femme, il rend la vie difficile à ma soeur. Il l'a bastonné et l'a demandé de libérer sa chambre pour que lui et sa seconde femme viennent demeurer dans la chambre et que notre soeur va dans la chambre de ses enfants. Après ça, le commissaire étant fâché, il dit, ce qui s'est passé, ça c'est pas mon problème. C'est pas ce qui est là. Vous m'avez pas dit ça avant. Le petit dit, c'est pas comme ça, on n'est pas convaincu de votre audition et de votre travail. Le commissaire a pris le petit frère, a fait enfermer de 11h à 18h. Et il a envoyé un de ses agents pour auditionner notre frère Ousmane. Lui, il va, il se discute, il prend, je ne sais quoi, il cogne la tête de notre frère. On a toutes les images, il le blesse sur la tête. Maintenant, jusqu'à maintenant là, nous n'avons aucune information. Et nos frères qu'on a laissés là-bas ont fui parce qu'ils ont eu peur du commissaire. Maintenant, nous avons envoyé le problème au niveau du tribunal de première instance de Bokeh. Là aussi, qu'ils vont faire l'autopsie. Mais jusqu'à date, la famille de la femme n'a aucune information par rapport à l'enquête, à l'autopsie. Donc, c'est resté lettre morte. Maintenant, on s'est retrouvés. Nous avons dit de venir auprès de vous. Si on n'obtient pas justice, parce que nous voulons la justice, que le commissaire répare ses erreurs. Parce que normalement, s'il y a un décès, il doit écouter toute personne qui dit qu'il détient des informations sur la vie d'un couple ou de la victime. Mais ce qu'il a refusé catégoriquement. Maintenant, nous voulons... Alors, dites-nous, en attendant, pour le moment, donc, vous voulez nous faire comprendre par là que votre sœur, qui est la défunte, est toujours dans une morgue à Conakry ou bien à Bokeh? Non, à date, nous savons que son corps est à Bokeh.
Elle est à Kamsar, à la morgue de Kamsar. Elle n'est pas encore enterrée. Nous savons. Elle n'est pas encore enterrée. Elle n'est pas enterrée. On n'a pas mis le corps à notre disposition. D'accord. Est-ce qu'on vous a permis, de voir le corps, peut-être en attendant que l'autopsie ne se fasse, pour que vous constatiez de vous-même s'il y a vraiment quelques traces sur son corps qui pourraient vous amener à en déduire un peu si elle a subi, n'est-ce pas, de bastonnades ou en tout cas de la violence avant que mort s'en suive. Voilà, merci Tcherno. Le jour où son mari a dit, le mercredi 12 juillet, qu'il a retrouvé le corps de sa femme à la morgue, nos deux frères étaient en route pour Kamsar. Quand ils sont partis, ils ont eu la chance d'aller identifier le corps. Notre sœur était voilée. Donc, ils ont vu le visage, ils ont photographié. Moi, j'étais à une réunion au cas de Bellevue. Ils ont vu, ils m'ont envoyé l'image. Donc, l'image, il y avait des docteurs auprès de nous, je les ai montrés. Mais vous voyez quand même, elle a subi des violences sur le visage. Elle a subi des violences. Oui. Alors, monsieur, vous nous dites que d'abord, votre sœur est sortie lundi quand elle a reçu un appel et c'est mercredi que son mari vous a informé qu'elle a été retrouvée morte. Est-ce qu'elle avait dit à son mari quel genre d'appel elle avait reçu avant de sortir? Et où était-elle partie? Parce que si elle reçoit un coup de fil, il va répondre. Il faut qu'on sache, le mari avait l'obligation de demander où elle partait. Voilà, merci. Selon les informations des voisins que la famille a recueillies, depuis que notre beau s'est marié à une deuxième femme, elle ne considère pas notre sœur, elle s'en fout des enfants, donc il pouvait faire des jours sans venir. Maintenant, en mangeant ces jours, c'était le dimanche, après la prière de 20h. Elle a reçu un appel. Elle a dit, j'ai reçu l'appel de M. Ba. Donc, M. Ba, nous, on considère que c'est son mari. Donc, elle est sortie. C'est le mercredi 12 au matin. Son mari a pu appeler la famille pour dire, ça fait 3 jours, je ne vois pas Diariou. Donc, c'est ce qui nous inquiète. Bien, alors c'est vrai que c'est votre beau, son mari, M. Ba. Qu'est-ce qu'il vous a dit? D'autant plus qu'on est dans une société conservatrice. Les liens sont tellement forts entre les deux familles. Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Comment il a appris la mort de sa femme? Et qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Parce qu'il a des comptes à vous rendre quand même. Voilà, c'est là où il y a le flou. Parce que qu'est-ce que nous n'avons pas compris? C'est le fait que les voisins disent au départ que c'est... La dame a dit, M. Ba m'a appelé. Elle a laissé le riz avec ses enfants. Elle est sortie. Maintenant, elle est restée dimanche nuit, lundi toute la journée, mardi toute la journée. On n'a pas été informé. Et que c'est le mercredi, son mari nous informe, le matin. Avant d'arriver à Dibreka, il a appelé nos frères pour dire, j'ai retrouvé le corps de ma femme à la morgue. Donc c'est là l'inquiétude au niveau de la famille. Alors l'hôpital Anaïm de Kamsar, c'est important de rappeler parce que je connais très bien Kamsar. Il y a des caméras de surveillance à la rentrée. C'est important que l'hôpital, si justice... non, d'ailleurs, si vous permettez, Babila, on ne peut pas, non, Madjou, vous savez pourquoi? Précision importante. Si la justice joue son rôle, on peut savoir quelles sont les personnes qui envoient le corps à l'hôpital. C'est pourquoi j'ai dit précision importante. Aucun corps ne peut être admis dans une structure hospitalière sans que le déposant, celui-là qui a conduit le corps, ne soit identifié. Dites-nous, est-ce que vous êtes parvenu à savoir auprès de l'hôpital qui est-ce qui a déposé le corps? Première question. Seconde question, depuis, n'est-ce pas, que le mari vous a appelé, que la sœur a été retrouvée morte, est-ce qu'il vous a dit où est-ce qu'elle a été retrouvée morte? Et depuis lors, qu'est-ce que lui, mari, il a entrepris comme démarche pour tenter de déterminer ou de comprendre les circonstances dans lesquelles sa femme a trouvé la mort? 3 questions. Première question, les personnes qui ont déposé le corps. Merci. Je vous ai dit à l'avant, le réceptionniste de la morgue a reçu le corps le dimanche à 2h, selon lui. Maintenant, dès qu'il a reçu le corps a été envoyé par un homme. Ils ont posé la question
ils ont posé la question à l'homme. Et ce monsieur dit, le corps s'appelle Diariou Diaouni. Mais je ne peux pas vous répondre, la famille de Diariou est derrière la cour, je viens les appeler. Donc, quand il est sorti, il n'est plus revenu. Maintenant, la deuxième question concernant les attitudes de notre beau, c'est le fait qu'il marche là-bas et l'inquiétude que nous avons, c'est parce que religieusement, juridiquement, lorsque tu es en désaccord avec ta femme, elle sort de chez toi. La logique voudrait que tu appelles la famille pour voir est-ce que votre fille n'est pas arrivée là-bas ou toi-même tu te déplaces. Mais du dimanche à 20h, il a pu appeler seulement le mercredi matin. Et seconde chose, pourquoi on les auditionne seuls sans la présence d'un membre de notre famille? Et tout ce qu'on nous a promis par rapport à la caméra de surveillance, ce n'est pas le commissaire qui nous informe, mais c'est le concessionnaire et le mari de notre sœur qui nous dit ce que le commissaire a dit. C'est là où il y a le flou. Allez, oui, Kapsa, allez-y. Alors, ma question pour vous, c'est peut-être de chercher à comprendre quelles étaient les relations dans les derniers instants entre votre sœur et son époux. Merci, sans ségrégation. Vous savez, les femmes voilées, elles ont tellement l'esprit lavé que toutes leurs souffrances, elles préfèrent garder ça pour l'au-delà. Mais elle a eu au moins le temps d'appeler notre petit frère, son petit frère direct, Ousmane Diaouni, pour l'informer qu'elle mène une vie misérable auprès de son mari. Elle a même été bastonnée, elle a envoyé les images dans le téléphone de notre petit frère, que depuis qu'elle a une coépouse, son mari s'en fout d'elle, c'est des disputes. Et je vous ai dit qu'elle a 5 enfants, le dernier a moins de 2 ans. Mais il peut faire des jours sans venir voir sa femme et ses enfants. C'est vrai que les images sont très choquantes. C'est vrai qu'on ne publie pas ces images, mais elle a reçu des violences graves sur son corps, sur son visage. C'est triste de voir même ces images-là. Heureusement, on ne montre pas à la télé, mais il va falloir que la justice tranche. Il faut interpeller le ministère de la Justice. On aura le temps d'en parler parce que sincèrement, depuis un mois, on ne fait pas d'autopsie, on ne dit absolument rien à la famille, que chacun se mette à la place de cette famille. Il y a une sorte d'obstruction à cette enquête. Mais je vais revenir, M. Diaouni, avec... vous avez délocalisé le problème, vous avez porté plainte devant le TPI de Bokeh. Aujourd'hui, quel est le rapport entre... Est-ce que vous communiquez? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit finalement, le TPI de Bokeh, après un mois? Parce que c'est après un mois vous avez déposé la plainte. Nous avons déposé la plainte 2 semaines après, parce qu'on pensait que à Kamsar, on allait trouver toute la solution. Mais je vous dis à date, quels sont les plaignants? C'est le mari et le concessionnaire. Le mari et le concessionnaire. Donc, comme je vous ai dit à l'avant, tout ce que les voisinages avaient témoigné au départ, maintenant là, ce n'est pas ça. La version a changé. Ouais, la version a changé, oui. Emmanuel, non, je pose une question. Ouais. Alors, depuis déjà un mois, le corps est à l'hôpital. Pendant ces 1 mois-là, qu'est-ce qui se passe entre vous et le mari? Comment vous le sentez? Quel est son état d'âme face à cette situation? Le mari appelle seulement notre petit frère Ousmane. C'est avec lui qu'il est en contact. Hier, il a dit le matin que le corps doit venir à Conakry pour l'autopsie. Il ne s'est jamais présenté lui-même physiquement dans la famille, qu'on lise, n'est-ce pas, sur son visage ou en lui, vraiment qu'il se trouve dans cette situation de consternation, qu'il est désemparé face à ce qui s'est passé. Au tout début, il marchait entre les gens à Kamsar dans la concession, ne se gênait de rien. On ne l'accuse pas, la famille ne l'accuse pas. Mais notre interrogation, c'est pourquoi il est sorti pendant 3 jours, on n'a pas été informé. Pourquoi il accepte d'être auditionné sans la présence d'un membre de notre famille?
Et pourquoi le concessionnaire qui avait été devant en nous disant que le mari n'entretient pas la femme, il peut rester des jours sans venir, et que c'est les deux qui marchent ensemble. Tout ce que le commissaire nous a promis, il n'a pas réalisé. La réalisation, c'est battre notre petit frère et l'enfermer pendant 4 heures de temps. Allez, Félix, cette situation doit être vraiment bien analysée, que les autorités bougent, parce que ça peut créer un précédent. Allez-y. Ouais. Ce que moi je veux savoir, c'est vrai qu'on n'accuse pas son mari. On ne met pas un accent sur quelqu'un. Quel est le travail, quelle est la fonction que le mari occupe à Kamsar? Est-ce que c'est une personne influente ou est-ce que c'est une personne lambda? Non, c'est une personne lambda. C'est un tailleur de profession. Oui, c'est attaché les services d'un conseil. Un avocat, est-ce que vous avez contacté un avocat qui vous aide dans la procédure parce que vous avez porté plainte désormais au tribunal de Bokeh? Vous avez dit que votre sœur était souvent maltraitée. Il va répondre après. Voilà, répondez, oui. Oui, le grand frère est parti à Bokeh pour porter plainte lui aussi, notre aîné. Donc certainement on trouvera un avocat. Parce que c'est un mariage purement familial. Donc on voulait vraiment avoir la raison pourquoi notre sœur a été tuée. Parce que jamais, du plus grand jamais, son mari ne s'est plaint à la famille pour dire elle refuse ça ou elle fait ça de mauvais. Non, il ne s'est jamais plaint. Nous allons constituer des avocats. C'est vrai qu'on peut constituer un avocat, mais le procureur également est là pour répondre à l'attente de la population, de la partie civile. Vous nous avez fait comprendre que votre sœur était maltraitée auparavant par son mari. Est-ce que vous avez pris des dispositions depuis lors? Et vous nous dites encore que le monsieur qui a déposé le corps de votre sœur à l'hôpital n'a pas duré. Est-ce que les caméras, aujourd'hui, à travers les caméras à l'hôpital, on a pu identifier cette personne? Comment comprendre que ce monsieur-là connaissait le nom de votre sœur? Parce que vous nous avez dit qu'il a dit que votre sœur s'appelait Oumou bien Diariatou Diaoné. Oui, c'est là l'inquiétude. Parce que la personne qui l'a envoyé l'a identifié. Maintenant, l'autre question pour la maltraitance. Je vous ai dit, notre sœur est voilée. Vous savez, il y a un lavage de cerveau qu'on donne à nos sœurs, surtout quand elles sont voilées. Donc, elles préfèrent remettre toutes leurs souffrances à demain. Parce que déjà, c'est ancré dans leur esprit. Que tout ce que le mari dit, c'est ce que tu fais. Donc, mais elle a eu le courage d'appeler notre petit frère Ousmane Diaoné pour dire que ma vie est très difficile dans mon foyer actuellement, petit frère. Et il a tous les messages, les images aussi. Ouais, c'est triste. Mais c'est maintenant que lui-même, il a en parlé à la famille. Ouais. Et lui, sincèrement, personnellement, lui qui est votre beau, il n'a pas pensé aller à la justice, histoire peut-être de faire l'autopsie et de récupérer le corps, parce que c'est comme s'il laisse passer, c'est comme si c'est pas son affaire, visiblement c'est vous qui avez porté plainte. Lui, quel est le rôle qu'il a joué pour que lumière soit faite dans ce dossier? À ma connaissance, pas de rôle joué par lui, sauf marcher entre les gens. En tout cas, courage. Donc, et les enfants, ils sont où? J'imagine ils sont revenus à Conakry, ou bien ils sont où ces enfants? Vous nous faites comprendre qu'elle avait 5 enfants. Oui, les enfants sont avec leur papa pour le moment. Ouais. On les a laissés là jusqu'à la fin de la procédure. Bien. En tout cas, courage et que l'âme de Oumou Diaoné, de Diariou Diaoné repose en paix, en mine, et que justice soit rendue. Merci beaucoup, Mohamed Lamarana, pour ce témoignage. Merci. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Merci pour tout ce que vous faites pour le peuple de Guinée. Merci, c'est un devoir. À l'instant même, Mohamed Lamarana, l'un des membres de la famille, membres de la famille de la victime, voilà, c'est ça, Diariou Diané, qui est décédé. On a vu ces images, sincèrement, mais c'est des images très choquantes, c'est des images insoutenables. Une femme qui a été violentée. Normalement, même le ministère de l'Action sociale devrait bouger, le ministère de la Justice devrait bouger maintenant, parce que ce sont des choses qui arrivent tous les jours à nos femmes, des hommes qui battent leurs femmes. Je ne tire pas une conclusion, je ne dis pas que son mari l'avait battue, mais elle a subi quand même des violences.
maintenant, que ça soit son mari ou bien quelqu'un d'autre, mais elle a subi des violences. Il va falloir que le ministère bouge maintenant. C'est un dossier qui est très sensible. Le dossier du côté du tribunal de première instance de Boké, Babila, pour vous qui avez vu ces images-là, sincèrement, ce sont des images insoutenables. En fait, c'est révoltant. C'est choquant. Ça indigne ce qui est en train de se passer. La première des choses, vous allez dire, on ne tire pas de conclusions hâtives, mais ces médecins, ou en tout cas, ceux-là qui ont réceptionné le corps à l'hôpital, doivent être entendus. Oui. Ces gens-là, il faut les entendre. Comment peut-on, dans une structure hospitalière, recevoir un corps sans parvenir à identifier l'individu qui a déposé le corps? Vous savez pourquoi ça m'étonne? À l'hôpital de Kamsar, c'était un hôpital bien organisé, bien structuré. C'est pourquoi je dis, ceux-là qui ont réceptionné le corps doivent être entendus. Et ce commissaire de police qui a auditionné, qui est en charge de la gestion de ce dossier-là, ce commissaire, l'inspection générale de la police ici à Conakry, ils doivent l'entendre lui aussi. Ils doivent l'entendre, ils doivent questionner sa responsabilité. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour celui-là qui est dans la démarche de comprendre ce qui s'est véritablement passé, qu'on veuille coffrer cette personne-là parce qu'on en a le pouvoir, il doit être entendu lui aussi. Et cette attitude laxiste venant de la justice, du parquet de Boké, je pense s'il y a lieu d'interpeller, parce qu'on est fort dans les suspensions, dans les actes de suspension, il faut que le parquet de Boké soit entendu un mois qu'une personne, donc l'image est là, on voit ces images, on sent, même si on n'est pas médecin légiste, on n'a aucune expérience en matière de médecine légale, mais en voyant ces images-là, on sent que la femme a subi des atrocités, elle a subi de la violence. Je pense encore une fois au ministère de la Justice. Non, en fait, je suis perdu face à ce qui est en train de se passer. Qu'on veuille interpeller même des magistrats à l'instant T où je vous parle, il y a des magistrats qui sont en train d'être auditionnés, ou il faut dire comme ça, être entendus, pour avoir appliqué la loi dans un dossier. On va revenir là-dessus, mais pour des faits comme cela, pour des faits de banalité, où la justice a déjà tranché, qu'on veuille interpeller des magistrats pour leur questionner sur leur motivation, sur leur décision qu'ils ont prise au nom de la loi, eh bien, pour des futilités, alors qu'il y a des dossiers qui méritent d'être gérés comme ce cas pareil-là. Du côté de Boké. Un mois, un corps couché à l'hôpital, dans une morgue, que la justice ne parvienne pas à déterminer. Non, sincèrement, on est dans quel pays? Ça fait mal. C'est révoltant parce que quand même, Babila a mis un accent sur 3 aspects. Au niveau de l'hôpital, le commissaire et au niveau de la justice, mais c'est surtout également au niveau de l'hôpital de Kamsar, parce que partout dans les morgues, quand vous envoyez un corps, vous vous identifiez, il y a une notification. Comment se fait-il qu'on puisse envoyer un corps et qu'on dise le nom de la victime et qu'on ne puisse pas identifier la personne qui a envoyé? Il y a une complicité quelque part. C'est ce que moi je ne comprends pas, et c'est là où moi je vais un peu demander l'implication, pas un peu d'ailleurs, du ministère de la Santé. Il n'y a pas que le ministère de la Justice. Il y a des caméras de surveillance au niveau de l'hôpital de Kamsar, quand même. Ou bien le ministère de la promotion féminine. Ça, c'est autre chose. Mais le ministère de la Santé doit s'impliquer. Un corps qui passe pendant plus de 3 semaines, un mois, on parle d'un mois à la morgue de Kamsar et qu'on est incapable jusqu'à présent de faire l'autopsie. Si l'hôpital n'a pas de capacité de faire aujourd'hui l'autopsie, mais on peut ramener le corps vers Conakry ici, faire l'autopsie, d'autant plus que la situation elle est urgente pour situer les responsabilités. C'est quand même une femme qui a été violentée. Vous avez vu ces images-là que je n'arrive pas encore à comprendre les raisons. Pour moi, il n'y a aucune raison qui explique ou bien qui justifie le fait qu'elle a été violentée de cette façon-là, que ce soit son mari ou que ce soit par une autre personne. Il faut agir. Il faut agir maintenant. Mais le ministère... Je pense à toutes ces femmes qui sont violentées. Je me mets à la place aujourd'hui de cette femme-là. Ça aurait pu être moi ou bien une de mes soeurs ou bien la soeur de quelqu'un d'autre. Imaginez, mettez-vous à la place de cette famille-là. Si c'était aujourd'hui moi, ma soeur par exemple, la soeur d'une autre personne, je n'allais pas supporter. J'allais me battre pour qu'il y ait justice. Et puisqu'on est de la société civile en tant que média, le ministère de la Santé doit prendre cette situation-là en main pour ramener le corps à Conakry. Si l'hôpital du côté de Kamsar est incapable de gérer la situation, pour qu'on puisse faire l'autopsie et puis enterrer le corps maintenant. On ne peut pas rester comme ça seulement dans une morgue. C'était pas son souhait. Quand on meurt, on souhaite
souhaite qu'à l'immédiat qu'on nous enterre, qu'on ne nous garde pas dans la glace comme ça dans une morgue. Ce n'est même pas recommandé dans le monde musulman. Oui, Caps, vous avez vu ces images, des images insoutenables, choquantes. J'aimerais pas être à la place de cette famille, mais ça pouvait être ma soeur, ça pouvait être quelqu'un d'autre de ma famille. C'est triste, il va falloir trouver ceux qui sont à l'origine, que la justice bouge, que ceux qui sont au niveau de l'hôpital puissent quand même nous sortir les images des caméras de surveillance. Bah, moi, je souhaiterais tout simplement que cette famille-là ait la force de pouvoir continuer ce combat jusqu'à ce que lumière soit faite par rapport à cette situation-là. Vous savez, Thierno Madjou, le point positif de tout ce qui se passe, c'est que si avant, cette famille n'avait pas réussi à pouvoir mettre en avant la préoccupation ou la difficulté qu'elle est en train de vivre aujourd'hui concernant la perte de leur sœur, aujourd'hui, à travers cette émission, le ministère pourra être au courant de ce qui s'est passé. Et donc, finalement, j'entends justement qu'après cette émission-là, le ministère va se bouger. Le procureur général lui-même va s'autosaisir du dossier pour interpeller le procureur du tribunal de Bokeh afin qu'il lui rende des comptes par rapport à cette situation-là. Et je vais aller plus loin. Le ministre Charles, qui a cette volonté-là, qui a pu prendre souvent des initiatives pour aller au chevet des victimes, pour pouvoir leur dire que justement, justice sera faite. J'entends également ce ministre Charles Wright pouvoir s'autosaisir de cette situation-là pour permettre à ce que lumière soit faite par rapport à ça. Thierno Madjou, la situation pour permettre à ce que la vérité soit connue dans cette affaire, la famille puisse faire le deuil, son deuil. Elle est très simple. C'est une question de volonté. Ça doit rappeler quelque chose de très important. Aujourd'hui, par les opérateurs téléphoniques, on peut se rendre compte où est-ce qu'elle s'est déplacée. Mais regardez ce que le frère de la victime nous dit. On demande, vous êtes devant la police, vous êtes avec les autorités. Eux, ils vous disent que nous allons appeler la compagnie, l'opérateur de téléphonie, pour vous mettre à disposition ces éléments-là. Bon sang de Dieu, ce n'est pas à la famille de faire ça. C'est à la police de pouvoir récupérer ces éléments-là et constituer des pièces. La police peut faire des réquisitions comme la gendarmerie. Mais justement, pour se mettre dans cette histoire, ça montre justement que soit le policier, soit le commissaire de police est complice de cette situation, ou soit il ne sait pas comment faire son travail. Et c'est là où il faut interpeller le ministère de la Sécurité pour pouvoir justement interpeller ces gens-là afin que désormais, qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire, et s'ils sont incapables, qu'on les enlève, parce que ça, c'est un cas aujourd'hui que nous avions su. Combien de cas se passent inaperçus qu'on ne sait pas. Il faut également que le ministère de la Justice comprenne qu'il y a un problème de communication au sein de ces tribunaux-là, parce que tout simplement, voici une situation qui est là-bas. Depuis pratiquement un mois, rien n'est fait, et que à Conakry n'arrive pas à pouvoir se saisir de cette situation pour demander à ce que lumière soit faite. Donc ça doit interpeller par rapport à la réforme engagée au sein de ce département de la justice. Mais également, je veux terminer, Thierno Madjou, par parler du ministère de l'action féminine, de l'action sociale, justement de la promotion féminine et de l'action sociale. Qu'est-ce que ce ministère est en train de faire? Parce qu'il y a quand même c'est le ministère de 8 mars. Oui, justement. Le ministère de 8 mars. Il faut le dire. Et qu'est-ce que ce ministère aujourd'hui est en train de faire aujourd'hui? On parle des violences basées sur le genre. Ce qui est en train de se passer là, c'est de l'ordre des VBG. Mais qu'est-ce qui est véritablement en train d'être fait dans ce sens-là? La semaine dernière, on parlait également de la fille qui a été violentée. On n'a vu aucun communiqué du ministère. Aucun communiqué du ministère de l'action sociale. Ça doit ramener justement à interpeller. Et moi, ça me permet de me poser la question de savoir aujourd'hui quelle a été la note que ce ministère a pu avoir juste après cette évaluation. Et il faut également envoyer les familles à comprendre une chose. Avant d'envoyer votre enfant dans un mariage, il est important de tenir compte d'un certain nombre de faits. Certes, si elle il faut se plaint tous les jours, exactement, n'ayez pas peur de exactement. Et justement, vous savez, des fois, on a tellement conditionné les femmes que des fois, elles sont prêtes à accepter un certain nombre de situations qui se passent dans les foyers. Elle a dit que cette femme n'avait même pas le courage de pouvoir partager la réalité qu'elle est en train de vivre. Est-ce par peur de ses parents ou est-ce par peur du regard de la société? Donc, il y a un certain nombre de choses aujourd'hui que la société elle-même doit tenir compte pour pouvoir justement permettre à ce que les mentalités puissent évoluer. Non, pour terminer sur ce pan-là, il faut le permettre. Pour terminer sur ce pan-là, aux parents, encore une fois, vers vous. Nulle part dans les livres saints, vous ne verrez que vous avez le droit de contraindre vos enfants à épouser des hommes qu'elles n'aiment pas. Bien, allez, Félix Milimono, sur la question, vous avez traité le sujet depuis hier, je vous ai mis en contact avec la famille, mais vous n'aviez pas vu les images. Et aujourd'hui, on a vu les images.
C'est incroyable quand même. C'est choquant. C'est choquant. Ça me fait penser à cette affirmation qui dit que vous ne connaissez pas, comment dirais-je, la teneur de l'injustice ou la douleur de l'injustice si vous n'avez pas vécu. Il y a Mohamed Kamara, le juriste, qui dit souvent l'on ne peut se rendre compte de l'impact négatif de l'injustice, c'est quand elle vous touche. Ce que cette famille est en train de vivre, je ne souhaite pas cela à quelqu'un. Je crois qu'aujourd'hui, qu'il faut que notre État se bouge. On parle de la vie humaine. On ne peut pas banaliser la vie humaine de la sorte. Surtout au niveau d'abord de l'hôpital. On vous envoie un corps sans vie. Ce n'est pas qu'elle est malade, hein, mais un corps sans vie. Vous n'identifiez pas, vous ne prenez pas la peine d'identifier la personne qui l'a envoyé. Et puis, au-delà du fait qu'il y a des caméras de surveillance, vous avez du mal même à récupérer ces images. Peut-être donc c'est du tape à l'œil qu'on fait à l'hôpital régional de Kamsar. Non, l'hôpital Anaïm de Kamsar. En réalité, si les caméras de surveillance fonctionnaient, on devait avoir les images pour comprendre réellement qui est-ce qui a déposé le corps. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi questionner l'hôpital régional Anaïm de Kamsar pour situer les responsabilités. Parce que quelqu'un ne peut pas venir déposer un corps et que finalement, vous ne puissiez pas identifier qui est-ce qui a amené ce corps. Maintenant, pour le mari, juridiquement, selon la loi, normalement, à partir du moment où il n'a pas divorcé avec sa femme, mettons d'abord les violences de côté. À partir du moment où il n'a pas divorcé avec sa femme, si un problème arrive à sa femme, il a l'obligation de prendre le problème à bras le corps. Il doit prendre l'anti-responsabilité. Je ne peux pas comprendre pourquoi sa femme décède dans les conditions que lui-même il ne sait pas et il ne prend pas la peine de porter plainte et de comprendre réellement, lui en tant qu'époux, de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à sa femme. La partie civile. Ça ne devait pas, cela ne devait pas revenir à la famille de la victime de porter plainte. C'est au mari de porter, c'est à l'époux de porter plainte. Parce qu'en réalité, devant la loi, il est désormais responsable de cette dame. À partir du moment où il a signé l'acte de mariage. Et il n'a pas fait cela. Donc, il faut se questionner à partir de cet instant sa responsabilité dans le meurtre de cette dame. Je crois qu'aujourd'hui, la justice doit se bouger. Un mois, on ne peut pas enterrer la dame et on n'est pas situé sur qui est-ce qui a causé la mort de la dame. C'est dommage. C'est regrettable, oui, sincèrement. On n'aimerait pas être à la place de cette famille, mais on pouvait se retrouver dans cette famille également. C'est dur d'entendre tout ça concernant une dame ce matin. Mais je dis deux choses, tout simplement. Lorsqu'au bout de cette enquête, quel que soit le temps que ça prendra, lorsqu'au bout de cette enquête, le commissaire Nourdine n'est pas mis en cause dans cette responsabilité, je serai encore convaincu davantage que la logique n'existe pas en droit. Parce que là, l'attitude du commissaire, de la promesse à la famille, faite à la famille concernant l'obtention du numéro du dernier appel reçu par la dame, est-ce qu'un commissaire aujourd'hui peut avoir justement cette complicité, cette collaboration avec la société Orange Guinée? Je crois que ce n'est pas possible pour le simple fait qu'on m'a expliqué combien c'est difficile dans cette procédure. C'est l'État à travers l'ARPT qui peut le faire. Justement, je vous explique. Au niveau de la brigade de recherche, par exemple, de Kipé, ou bien au niveau des commissariats, c'est les commissaires qui font des réquisitions au niveau de l'ARPT. Une réquisition. Après, l'ARPT envoie les informations. Donc, il y a cette possibilité. Si lui, comme ça, il ne peut pas faire, mais il peut quand même passer par les autorités qui sont à Conakry ou bien passer par la gendarmerie. Par exemple, la brigade de recherche. Et c'est ce qu'il n'a justement pas dit. J'ai très bien écouté le frère. Il a promis directement qu'il enverra le numéro. Et il n'a pas joué son rôle. Est-ce que le commissaire Nourdine a informé sa hiérarchie? Non, je crois que non. Si elle a informé cette hiérarchie, ça veut dire que le ministre de la Justice devrait être informé. Et connaissant Charles Wright, il aurait dû prendre ce qu'il appelle des injonctions et tout. Et le mari, monsieur Ba, quand votre épouse est simplement injuriée, vous portez plainte normalement. À plus forte raison, votre épouse finit dans ces circonstances dont on parle. C'est décevant, c'est touchant. Je crois que la procédure doit être poursuivie. Et la famille, Caps l'a dit, il ne faut pas qu'elle se décourage. La famille doit avoir le courage d'aller, même si la procédure doit être léguée de génération en génération, la famille doit avoir le courage de poursuivre donc cette procédure. Et j'ai foi au gouvernement guinéen de la transition, à travers le ministère de la Justice, j'ai foi
à partir des heures qui vont suivre, ils vont prendre les dispositions qui s'imposent. Et le tribunal de première instance de Bokeh, c'est tout simplement une déception supplémentaire. Demandez aux gens de Bokeh, ils vont vous dire ce qu'il en est de ce TPI de Bokeh. C'est une déception supplémentaire. Et le citoyen, le concessionnaire même doit être interpellé, il doit être entendu. Mais moi, l'attitude qui m'a le plus choqué, l'attitude qui m'a le plus surpris, c'est l'attitude concernant le commissaire Nourdine. Il y a beaucoup de choses à relever comme incohérence dans son attitude. Et les violences conjugales, ça s'accentue ici parce que pas plus tard que 2 semaines, il y a une dame aussi qui aurait été tuée par son mari, par son époux, ici à Amdalaï. Mais les grappins ont été mis sur ce mari, il est emprisonné, mais je ne sais pas si la procédure judiciaire suit son cours normal. Donc en l'espace de quelques mois, on a banalement un suspect du côté de Amdalaï qui aurait tué sa femme, et un autre suspect du côté de Kamsar. Les femmes, c'est compliqué dans ce pays, mais tout cela, il y a un appel à lancer à l'endroit des familles, surtout et surtout les familles conservatrices. Si, d'abord aux femmes, si ça sent mal dans un mariage, eh bien quitte-le. Mais il y a un proverbe, non pas un proverbe, il y a un passage du Coran auquel les familles conservatrices tiennent beaucoup. C'est quoi? C'est que dire que de toutes les choses que Dieu, en islam en tout cas, a autorisées, a permises, c'est quoi? C'est a permis et n'aime pas. C'est qu'il y a une chose qu'il a permise mais qu'il n'aime pas. C'est le dernier recours, c'est le divorce. Il y a même un adage qui dit que si un divorce est acté sous un arbre, eh bien, l'arbre là est sec d'un moment à l'autre. C'est dire que le dernier recours des familles conservatrices, c'est le divorce. Et il n'y a aucune famille, il n'y a aucun père de famille qui encourage sa famille, sa fille d'aller au divorce. Ça, c'est regrettable. Si ça ne marche pas dans un mariage, mes soeurs, démissionnez tout simplement. C'est votre vie qui est en jeu et vous avez beaucoup d'exemples, une panoplie d'exemples. Paix et courage à cette famille. Allez, Emmanuel, vous avez écouté l'intervention de l'un de ses frères qui était en direct dans le Before GG. C'est triste et c'est regrettable. On espère que la justice va trancher dans ce dossier, qu'on puisse donner ce corps à la famille pour que cette famille puisse faire son deuil. Oui, ce qu'il faut noter dans cette histoire, c'est que très malheureusement, la dame, elle a perdu la vie et il y a une sorte d'obstruction à la justice, à la manifestation de la vérité qui est en train d'être notée. Parce que quand je prends les images de la caméra de surveillance du côté de l'hôpital, vous savez, naturellement, les commissariats et les juridictions le procureur ne peut pas aller s'immiscer au niveau de l'hôpital et saisir ces images sans qu'il n'y ait un mandat de cela. Mais nous sommes dans une circonstance où il y a naturellement des éléments qui permettent de motiver la décision qu'un mandat soit émis. Parce qu'en réalité, le corps d'une dame a été transporté de ce côté sans que celui qui n'ait transporté le corps n'ait décliné son identité. Une femme violentée, il faut le préciser. Une femme violentée, l'état du corps, l'état dans lequel le corps était quand il a été reçu, prête à plusieurs interprétations. Donc, il y a matière à motivation pour qu'un mandat soit émis et que ces images-là soient balancées. Maintenant, l'autre chose, c'est que sur un mois, vous avez la possibilité, en dehors de ces images-là, d'inspecter le téléphone, de faire des autopsies. Pourquoi jusque-là? Tout est possible. C'est vraiment... j'ai l'impression qu'au-delà du fait qu'on est en train de faire une obstruction à la justice, il y a un manque notoire de volonté, c'est-à-dire puisque ce n'est pas forcément un dossier qui touche peut-être quelqu'un de très juteux ou que ce n'est pas un dossier qui touche des personnes haut placées, donc on n'a pas envie de véritablement s'investir. Or c'est pour ces citoyens lambda que ce commissaire-là il est mis là-bas, c'est pour ces citoyens lambda que le tribunal de première instance, qu'un budget de fonctionnement lui a alloué. Maintenant, si au-delà de tout cela, on peine de faire notre travail, je rejoins Babila à dire il faudrait qu'on demande des explications à la fois au commissaire, mais aussi au tribunal de première instance, parce que sur la question des numéros de téléphone, ce n'est pas parce que la procédure est compliquée, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de contact direct avec l'ARPT qu'il va se refuser de le faire, parce qu'en réalité, il y a des points, des points de transmission qui lui permettraient de se mettre en contact
avec les autorités lui permettant de mettre ces informations à sa disposition, il n'y a pas d'impossibilité là où il y a une véritable volonté de faire avancer les choses. Allez Babila, on va suivre ce dossier de près parce que sincèrement, vous en savez avec Félix Milimono. On va essayer de clôturer, il nous reste une minute. Je vais terminer là-dessus parce que ce que je me résume par rapport à ce que je venais de dire tout à l'heure. 40 secondes. Tout le problème que nous sommes en train de vivre dans ce pays lié, n'est-ce pas, à la vie des couples, c'est parce que quelque part, les parents ont considéré comme les enfants comme étant des personnes sans droit. Et on use des écritures saintes pour s'inventer des droits légitimes, n'est-ce pas, que nous exerçons sur nos enfants comme étant des sujets qui n'ont de droit que d'obéir. Attention, encore une fois, il est dit, le respect des parents, il n'est même pas de l'obéissance. Vous devez un respect absolu à vos parents. Les parents doivent savoir qu'il y a aussi du péché qui peuvent exercer sur leurs enfants. Encore une fois, dans nos communautés, dans nos différentes sociétés, faisons très attention à cela. Contraindre les enfants, femmes ou garçons, d'épouser quelqu'un contre leur gré, c'est ce qui nous amène à des situations déplorables, des mésententes dans les couples finalement qui se soldent à des situations que nous sommes en train de vivre. Il faut que cela s'arrête.